Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés sur ce webinaire sur le financement des projets de franchise. Nous sommes heureux de vous y accueillir. La Chambre de commerce et la Banque populaire Méditerranée vous sont là pour vous apporter un maximum d'informations pour vous aider à finaliser votre projet de franchise. Cette réunion en webinaire est organisée dans le cadre de BFMed. Vous savez que nous avons notre événement physique, notre rencontre franchise pour vous mettre en relation avec des franchiseurs et des experts. Qui se déroulera, qui a malheureusement dû être reporté et qui se déroulera le 18 novembre prochain. Je vous invite à noter la date déjà. Et dans l'intervalle, donc la Chambre de commerce a décidé de mettre en place toute une série de rendez-vous digitaux pour vous apporter de l'information et vous aider à développer et avancer dans votre projet. L'objectif étant d'avoir des rendez-vous les plus qualifiés possibles et des dossiers les plus finalisés possibles lorsque vous rencontrerez les franchiseurs le 18 novembre. Voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Catherine Gaulier qui va vous apporter toutes les informations nécessaires pour finaliser le financement de votre dossier. Comment vous y prendre, quel financement solliciter. Voilà, elle va vous donner toutes les clés. Voilà, à toi Catherine. Bonjour à chacun, merci à tous d'être là. On a fait le point tout à l'heure avec Colette Vernon pour savoir comment on allait s'organiser. Ce que nous vous proposons, c'est de poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat. Et régulièrement, je ferai une pause pour que toute une thématique de questions puisse être revue et que des réponses par rapport à vos préoccupations immédiates puissent être apportées au fur et à mesure des thématiques qui seront vues. Ce que je vous propose sur cette thématique qui est importante, comment financer son projet de franchise et comment l'optimiser avec son banquier, c'est de commencer tout d'abord par refaire peut-être un point sur qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on et qu'est-ce que c'est exactement la franchise et ses réseaux. Un point rapide, je vous rassure. La franchise fait partie avec la commission affiliation, le contrat de licence de marque, avec la concession et avec tout ce qui est organisation de coopérative, de ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel le commerce associé. Et plus spécifiquement, donc le contrat de franchise entre le franchisé et le franchiseur, c'est vraiment un contrat où il y a énormément de liens. La tête de réseau apportant des services, un bouquet de services plus ou moins consistant, et le franchisé, lui, étant un pur indépendant qui crée son entreprise et qui va représenter effectivement cette tête de réseau. Tous les ans, avec les chambres de commerce, les banques populaires font une grande enquête sur la franchise et en tirent des leçons sur la dynamique de ce secteur. Un point important, c'est qu'effectivement, on est en France en particulier, sur quelque chose qui est en croissance, qui a doublé en nombre de réseaux en 10 ans. Nous avons près de 2100 réseaux. Au dernier compteur de mémoire, c'est 2050. Et nous sommes sur quelque chose qui est dynamique puisque le marché en 2019 a encore progressé de 9% en chiffre d'affaires et de 4% en nombre de points de vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de la France, ce nombre et cette diversité des réseaux. Contrairement peut-être à l'idée un peu préconçue qu'on s'en fait, 56% des réseaux en France ont moins de 50 points de vente. Ça veut dire qu'il y a des organisations de franchise,
réseaux de franchise qui sont vraiment à taille humaine et qui grandissent piano et sano en choisissant et en sélectionnant d'une manière très très précise les personnes qui vont venir les rejoindre en prenant leur temps en termes de développement. Ça, c'est un point important à avoir en tête parce que quand on rejoint un réseau de franchise, on rejoint aussi tout un groupe humain, toute une organisation où l'individu a son mot à dire. Il y a énormément d'échanges entre les têtes de réseau, les animateurs et les franchisés. Et donc, vous vous retrouvez dans une logique un petit peu de clan, en tous les cas, de famille. Ce que l'on a constaté aussi, c'est que, et en particulier sur ces 2 dernières années, on voit se développer la logique du multi-franchisé. C'est-à-dire que quand vous rejoignez un réseau, il n'est pas rare maintenant d'avoir des contrats où on vous propose dans la foulée de vous engager pour un 2e point de vente, voire un 3e point de vente sur X échéance de temps. Donc, on est sur quelque chose, comme je disais, où l'humain va avoir souvent son importance. Point aussi général à avoir en tête, la franchise, c'est 54% en activité de service, 46% en activité de commerce. Là encore, on a plutôt l'habitude de voir la multiplication de points de vente physiques ou d'agences physiques. On a aussi énormément d'activités de services, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Point important, l'ancienneté moyenne dans un réseau de franchise est de 15 ans. Ça, c'est ce qu'on constate d'une manière régulière et qui ne cesse de progresser. Ça veut dire qu'en grande majorité, un franchisé, il va signer 1 fois, voire 2 fois, voire 3 fois avec la tête de réseau. Et comme je vous le disais, on est sur quelque chose de dynamique puisque en 2019, 83% des réseaux de franchise ont continué à créer au moins un point de vente. Qu'est-ce que le franchiseur veut faire lorsqu'il monte son réseau? C'est bien sûr développer sa distribution en maîtrisant la façon dont se déroule le concept. Il connaît très très bien les forces et les axes d'amélioration de son offre et il offre un package j'allais dire quelque part clé en main. Il a le sens du service. On est vraiment dans des orientations clients et dans des orientations clients internes. On l'a vu jouer à plein pendant cette pandémie et je vous en donnerai quelques mots tout à l'heure. Et il a la capacité à fédérer et à animer le réseau. Le franchisé de son côté, et c'est sans doute pour cela que vous êtes inscrit dans cette série peut-être de webinaires, il souhaite devenir son propre patron et maîtriser son destin. Il souhaite être autonome tout en ayant une certaine facilité, un environnement qui l'aide et qui l'accompagne pour développer son activité. Bien évidemment, il va être recruté sur son sens du commerce, ses capacités de gestion et ses capacités de management, ses capacités aussi à s'adapter parce que en fonction du comportement client, dans la durée, le concept peut, et souvent d'ailleurs, évolue petit à petit. Ce qu'on constate avec l'étude annuelle, c'est que l'âge moyen à l'ouverture d'un franchisé est de 35 ans. Dans les réseaux déjà installés, il est plutôt de 47 ans. Il est encore majoritairement masculin, le franchisé, j'allais dire, habituel, même si on voit de plus en plus de femmes rejoindre des réseaux. Et ce qui est important pour tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui sur ce webinaire, c'est de se dire que voilà, 74% étaient auparavant des salariés et que ces salariés viennent rechercher dans la franchise une qualité d'accompagnement sur un nouveau métier qui leur sera beaucoup plus difficile à acquérir s'ils y vont tout seuls. Comment fonctionne la collaboration? On est, et ça c'est quelque chose sur lequel le banquier va être en vigilance, on est sur une relation qui doit être le plus équilibrée possible dans une logique, et c'est pas juste un mot comme cela, une logique de gagnant-gagnant. Le franchiseur met quoi à disposition sur son côté de la balance? Bien sûr, une notoriété qui peut être locale, régionale ou nationale. Ça, c'est un point
qui va faire partie de votre choix le jour où vous rejoindrez une enseigne. Et derrière cette marque et la force de cette marque, avec sa notoriété, il y a tout un panel d'outils de communication, que ce soit la communication classique ou que ce soit la communication sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Un concept très cadré, un concept précis qui est composé d'un certain marketing mix et qui va surtout avoir l'immense avantage d'être écrit précisément dans des manuels opératoires où on va avoir une méthode, où on va bénéficier de l'expérience des personnes qui sont déjà installées. Et c'est ça le point important là aussi que regardera le banquier, c'est la réitération du concept pour apprécier le risque par rapport à l'enseigne que vous êtes en train de rejoindre. Quand vous présenterez votre dossier, il se posera forcément la question de voir combien de fois, quelle est la taille du réseau et combien de fois ce concept a montré son efficacité et surtout, point important, sa rentabilité. Et le franchiseur va mettre à votre disposition, pour que cette rentabilité soit au rendez-vous, tout un accompagnement technique et commercial, bien évidemment au démarrage, mais pas que. Et là encore, c'est dans les documents qui sont remis au moment où vous postulez, le document d'information précontractuelle en particulier, que vous allez pouvoir mesurer l'accompagnement technique et commercial qui vous sera donné à l'entrée, au démarrage, et puis ensuite par la suite. En échange de tout ce bouquet de services qui est mis à la disposition par le franchiseur, le franchisé va payer un droit d'entrée sur lequel il y a en moyenne, j'allais dire, on est plutôt sur entre 12 000 et 15 000 euros dans la majorité des cas qui nous sont présentés, des redevances ou royalties, donc des redevances d'exploitation qui vont venir rémunérer tout ce travail d'accompagnement et toute cette mise à disposition d'une plateforme d'achat ou autre que vous offre le franchiseur, des royalties, des redevances de communication qui vont englober ou pas tout ce qui tient autour des réseaux sociaux et de l'Internet. Et vous allez avoir aussi détaillé un certain nombre d'engagements contractuels très précis sur lesquels il est extrêmement important de porter votre attention. On peut y trouver dedans, bien sûr, tout ce qui est l'obligation de prendre tout son approvisionnement à la centrale d'achat, des obligations concernant des participations effectivement à des groupes, des obligations concernant également la façon dont vous organisez votre chalandise. Donc ça, c'est bien à regarder attentivement. Au moment où vous recevez le document d'information précontractuelle lorsque vous postulez à une enseigne, le conseil que l'on donne souvent à nos clients, c'est de bien s'entourer auprès d'un avocat d'affaires, d'un avocat spécialisé dans le commerce, et de bien regarder toutes ces clauses qui vous sont présentées pour une négociation avant la signature du contrat de franchise. Ceci dit, comme vous l'entendez, les banquiers aiment bien, en règle générale, les franchises et les franchisés. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une foultitude d'indicateurs favorables. Le premier, c'est que, comme je vous le disais, on est sur un secteur dynamique. Il y a beaucoup de réseaux et des réseaux qui continuent à progresser en nombre de points de vente. Au-delà de ce point, on a pu constater en 2020, avec la pandémie, la force qu'apporte et la solidarité qui s'est jouée dans les réseaux de franchise pendant en particulier le premier confinement. Très très vite, on a vu dans les commerces associés des échanges d'informations ou des modèles pour faire des demandes de PGE, pour faire des demandes de report d'échéance auprès de son banquier préféré, des kits et des achats groupés, bien sûr, pour l'adaptation aux normes sanitaires. Tout ça a joué très, très vite dès le premier confinement dans les réseaux de franchise. Mais également, on a assisté à des vraies solidarités tête de réseau franchisés avec des reports de commissions
et de redevances, voire même des exonérations. On a vu les groupes de travail se mettre en place avec des préparations d'actions marketing offensives pour les réouvertures, voire même des participations croisées en termes de financement entre les adhérents. Donc, ça nous a conforté, nous, banquiers, dans cette logique où la franchise, c'est vraiment quelque chose où un groupe de personnes sont solidaires entre elles par rapport à une adversité comme celle qu'on est en train de vivre. Autre point très intéressant pour les banquiers, c'est que les franchises s'installent aussi dans des territoires et des villes de taille moyenne. Ça, c'est un point qui est important pour nous. Les réseaux sont souvent voilà, dans des villes de moins de 50 000 habitants. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que 73% des franchisés sont des personnes qui restent dans leur pays d'origine. Donc là, on est vraiment sur de la création de valeur en local qui nous va très bien parce qu'on est effectivement dans des logiques de proximité, dans des territoires vivants. Donc on est sur vraiment de l'accompagnement aussi qui se met en place. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La durée moyenne de la formation initiale sur les réseaux que l'on peut étudier tous les ans et que l'on suit tous les ans, elle est de 32 jours. Donc, il y a une facilité à changer de métier d'anciens salariés vers le métier choisi quand on rejoint le réseau de franchise, qui est sécurisant pour le banquier. Il y a cette formation continue et surtout également, il y a souvent un système de parrainage qui se met en place et qui là encore est rassurant en termes d'accompagnement. 70% des franchisés vont être coachés ou parrainés par un franchisé déjà établi, en règle générale, celui qui est le plus à proximité, mais pas que. Il peut y avoir aussi des logiques de solidarité humaine, un ancien salarié d'un point de vente devenant un nouveau franchisé. Point important pour nous aussi, comme je disais, l'ancienneté moyenne des franchisés installés est de plus de 12 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a réitération, on est sur des contrats pérennes, il y a réitération du contrat. Les chiffres de l'INSEE, là, qui sont peut-être un petit peu anciens, ceux-là, j'ai pas eu tout à fait les derniers, mais on est dans la même mouvance. On sait que le taux de défaillance, lorsqu'on est dans un réseau de franchise avec une grande qualité d'accompagnement, le taux de défaillance est de beaucoup inférieur à un taux de défaillance sur un pur indépendant. Alors, à ce stade, sur les grands réseaux comme ça, est-ce que vous avez des questions? Colette, est-ce que tu as quelques questions qui ont été marquées dans le chat ou pas pour l'instant? Alors, je viens de me proposer à nos auditeurs de ne pas hésiter à s'exprimer, mais je n'ai pas de questions à ce stade. L'exposé était fort clair et n'a pas suscité de questionnement particulier. Alors, pardon. Il est encore temps, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les traitera à la prochaine pause. Ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas surtout parce que il faut profiter de la présence de notre experte pour poser toutes vos questions. Voilà. Je te laisse continuer, Catherine. Merci. Je ne sais pas parmi tous les auditeurs là, à quelle maturité vous en êtes sur votre projet de création en franchise. Mais si vous vous posez des questions sur quelles sont les enseignes, par exemple, qui recherchent sur la région, moi, je vous invite à aller regarder sur le site de la Chambre de commerce ex-Marseille Métropole quelles étaient les enseignes qui étaient présentes au dernier Business Franchise Méditerranée, hein, qui a eu lieu en novembre 2019. Mais il n'empêche que là, vous êtes sur des réseaux qui forcément cherchent à se déployer sur la région. En complément, Catherine, si je peux me permettre, il y a déjà sur le site internet de ce qui aurait dû être BFMed 2020, une dizaine de franchiseurs qui se sont déjà engagés et qui seront présents en 2021. Hein, donc, vous avez déjà un petit aperçu de ceux qui ont confirmé leur présence. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez aussi comme source d'inspiration les différents adhérents à la Fédération française de la franchise.
ou les différentes enseignes qui communiquent sur des magazines en ligne, que ce soit l'officiel de la franchise, Franchise Magazine, AC Franchise, l'Observatoire de la franchise, où là, celles qui recherchent des candidats font souvent des publi-reportages ou ont des articles réguliers qui permettent de savoir si elles sont en dynamique de recrutement ou pas. Donc voilà un petit peu un premier état des lieux sur les franchises. Ensuite, quelles dépenses et investissements prévoir? Je vais rester effectivement bien évidemment dans des généralités, mais voilà en gros les grands blocs qu'il faut avoir en tête au moment où on construit son business plan. Pardon Catherine, j'ai une question qui vient d'arriver sur la première partie. Je me permets de t'interrompre avant que tu ne poursuives. Jean-Claude demande quel apport faut-il amener pour une franchise? Quels sont les différents types de franchise et à quel type de rémunération peut-on s'attendre selon le type de franchise? Alors là, c'est tellement varié le monde de la franchise que dire quel type de rémunération. On a un chiffre qui n'est qu'une moyenne, Jean-Claude. On n'a qu'un chiffre qui est une moyenne, qui est, mais comme dedans il y a des sociétés de services de B2C qui n'ont pas beaucoup de rémunération, en tous les cas sur un seul point vente, et aussi bien des grands restaurants qui sont voilà sous des enseignes comme Au Bureau ou comme Hippopotamus. Voilà, on a un écart type qui est magistral. C'est vraiment la moyenne telle qu'on l'a vu ressortir de nos études, c'est qu'on est entre du 35 et 38 000 euros annuels. Ce qui paraît peu comme cela, mais il faut jamais oublier que quand on est un indépendant, on n'a pas la même forme de rémunération tout à fait que quand on est un pur salarié. Donc ça, c'est pour avoir une idée de la rémunération moyenne. Mais je dirais que là, c'est typiquement, lorsqu'on recherche un réseau, c'est typiquement le genre de questions que l'on peut poser au premier franchisé que l'on va rencontrer lorsque on fait son tour des popotes, après avoir reçu son DIP, on fait son tour de franchisés qui sont déjà installés. C'est vraiment un conseil et une recommandation absolue que je vous donne là, c'est de prendre le temps d'aller voir les différents franchisés installés, de préférence dans des villes qui correspondent à peu près en taille et en zone de chalandise à celle dans laquelle vous souhaitez vous installer. Donc ça, c'était la question sur la rémunération. Les deux autres questions, c'était quoi, Colette? Donc l'autre question, quel apport faut-il amener pour une franchise? Alors ça, je vais répondre tout à l'heure. Et quels sont les différents types de franchises? Alors, sur les différents types de franchises, là encore, c'est pas le sujet exact. Moi, je vous invite à aller regarder le site de la Fédération française de la franchise pour voir les différents types de franchises, parce que c'est très éclectique, hein. On a aussi bien des boulangeries que du service, que des crèches et des micro-crèches. On a aussi bien du service de B2B avec du conseil à la création d'entreprises que du conseil sur la gestion de flotte automobile. Enfin voilà, c'est aussi varié et divers que l'économie française. Donc, allez sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure et vous verrez que vous aurez les tris par secteur d'activité en regardant bien donc ce vers quoi vous avez le plus d'appétence à titre personnel. Ça, c'est le point important parce que vous, en tant qu'indépendant, bien voilà, c'est tous les jours où vous aurez votre miel à aller récolter quelque part, si je peux me permettre cette image butineuse. Et donc, c'est important que ce soit calé et collé à vos motivations personnelles. Une dernière question d'Anton. Le droit d'entrée dépend-il du chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 à 5 ans? Eh bien, pas forcément. Donc, pas forcément. Le droit d'entrée, il est plus lié, j'allais dire, enfin, ça c'est l'expérience quand on en discute entre nous, entre experts franchise de la banque, on voit des droits d'entrée d'ailleurs qui montent aujourd'hui parce que peuvent être inclus dedans ou pas la formation initiale.
sont inclus ou pas le fait d'avoir une réservation de zone qui est étendue. Donc, le droit d'entrée, il est vraiment spécifique à chaque enseigne. Je dirais qu'en règle générale, il va être d'autant plus important que vous êtes sur une enseigne de grande renommée et avec un réseau déjà consistant. Mais c'est d'une très grande généralité ce que je dis là, vraiment. Parce que, comme je dis, la multiplicité des enseignes fait qu'on a une grande variété de types de droits d'entrée. En moyenne, il est de 15 000 € aujourd'hui. Mais le point important en termes de vigilance, c'est de regarder ce qu'il recouvre en termes de zone géographique exclusive ou pas. Et est-ce que le droit, le cursus de formation est inclus dedans ou pas. Et il y a aussi un point sur le droit d'entrée. Il peut, dans certains cas de contrat de franchise que j'ai pu voir, il peut être aussi quelque chose qui va rester même si vous n'allez pas jusqu'à la signature du contrat. Dans certains documents d'information précontractuelle, vous payez une partie du droit d'entrée en tous les cas au moment de la signature du document d'information précontractuelle, et ce sera un dédit qui restera en compensation pour l'enseigne pour tout le travail de début d'accompagnement qu'elle vous aura transmis. Et voilà. Ce droit d'entrée, il est négociable ou pas? Il y a une flexibilité ou pas? Plus l'enseigne a réitéré son concept, est national et a un concept ancien, éprouvé, et moins il sera négociable. Quand on est sur des enseignes émergentes qui ont moins de 5 à 6 points de vente, oui, il peut y avoir du droit d'entrée qui va être négociable. Par contre, vous n'aurez peut-être pas la même, j'allais dire, la même rampe d'escalier à laquelle vous raccrochez lorsque vous êtes en train de monter votre activité. Donc, tout ça, ce sont des vecteurs à prendre en compte lorsque vous faites vos choix d'enseigne. Donc, dans votre prévisionnel, bien sûr, il faut mettre ce droit d'entrée. Bien anticiper aussi le budget de communication et de marketing, et en particulier pour la première année, pour le lancement de votre point de vente. Inclure les redevances d'exploitation et les redevances de publicité qui, selon les contrats aussi, peuvent démarrer dès le premier mois, mais parfois, vous pouvez aussi négocier à surseoir les redevances de 1 mois, 2 mois, un trimestre. Vous allez avoir le stock initial lorsque, en particulier, et ça peut être très consistant lorsque vous êtes sur des enseignes d'ameublement, de décoration, dans la restauration, dans la brasserie, vous pouvez avoir un stock important. Lorsqu'on est sur des franchises, par exemple, ou des réseaux de vêtements, il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour vous, c'est que il peut y avoir une reprise de stock en fin de saison. Je pense à des enseignes qui peuvent être, par exemple, aussi dans certaines épiceries ou là encore, voilà, dans le vêtement, dans la chaussure. On peut avoir une reprise de stock en fin de saison. Et là, on va plutôt avoir un contrat de commission affiliation ou une clause spécifique dans le contrat de franchise. Donc là encore, pour le stock, ça sera en fonction de votre contrat. Tout ce qui est acquisition ou location du point de vente, l'aménagement de travaux, là aussi, l'acquisition, ça peut être aussi pour lorsqu'on a je sais pas, une petite quarantaine, aussi une logique patrimoniale de faire de l'acquisition. La quarantaine, excusez-moi, c'est un lieu commun. Ça peut être plutôt aussi que l'on commence à avoir sa stratégie patrimoniale d'acquisition de fonds de commerce, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes cette année. Tout ce qui est équipement également, le matériel, le mobilier, la voiture logotypée pour l'entreprise, tout ce qui est besoin en fonds de roulement, et ça c'est souvent quelque chose qui est un petit peu oublié lorsqu'on est sur des petites enseignes, tout ce qui est aussi honoraire de spécialistes,
l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure, qui va peut-être regarder d'un œil averti les clauses qui vous sont proposées et vous dire quelles sont celles qui peuvent être négociées ou pas. L'étude locale de marché aussi, que vous pouvez d'ailleurs faire avec les services spécialisés des chambres de commerce. Et puis l'expert comptable, c'est vrai que les banquiers vont plutôt avoir un œil favorable lorsque le plan prévisionnel à 3 ans est fait avec un expert comptable, soit celui effectivement que le franchiseur peut mettre à disposition de ses franchisés. C'est un service qu'on voit très très souvent dans les enseignes déjà matures et bien organisées, ou effectivement un expert comptable à soi que l'on aura choisi à proximité. Tout à l'heure, il y avait une question sur l'apport. Voilà, en moyenne, là encore, on sait que pour 73% des franchisés, le coût de la création en franchise est inférieur à 200 000 € en grosse enveloppe. Hein, voilà, en grosse moyenne. D'une manière très concrète, et aujourd'hui, l'apport personnel va être là pour couvrir à minima tous les frais d'établissement, l'achat de stock de démarrage, le besoin en fonds de roulement. Et en règle générale, les banquiers, pour l'instant, sont à 30%, à demande d'un 30% d'apport pour les activités de commerce, avec un nantissement du fonds de commerce. Ça reste vraiment une règle classique. 40% pour les activités de service, lorsqu'on est sur des investissements plutôt de nature incorporelle. Et lorsqu'on est sur des reprises, qu'elles soient au sein ou pas du réseau, ou un deuxième point de vente, on va plutôt être, là encore, c'est des grands principes, à 20% de demande d'apport. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, aujourd'hui, il y a énormément de vigilance. D'ailleurs, il y a un certain nombre de grands réseaux de franchises nationaux qui font de la capacité financière, et c'est normal, hein, de la capacité financière du postulant, un point de sélection. C'est-à-dire qu'elles savent que il faut tel et tel niveau d'apport personnel pour pouvoir postuler dans leur réseau de franchise. Donc, elles en font un critère de recrutement. Quoi qu'il en soit, l'emprunt bancaire reste la première source de financement. La banque va être là pour accompagner et pour financer, donc sur 15 ans, l'acquisition des murs professionnels. Sur 7 ans, la reprise de fonds de commerce ou son acquisition. Et sur 5 ans, les acquisitions de matériel, le financement des travaux, les aménagements, la modernisation du magasin, l'évolution du concept. Donc ça, c'est vraiment des points à négocier. Il peut y avoir aussi du crédit bail sur les voitures, sur certaines machines, certains là, quand on est dans des réseaux par exemple de sport ou des réseaux qui l'institut de beauté qui demande certaines machines spécifiques, vous allez pouvoir aussi avoir du crédit fournisseur qui sera fait. Donc ça, c'est des points aussi sur lesquels vous rentrerez en négociation avec la tête de réseau. Il y a 2 questions en fait à poser à votre banquier. L'enseigne est-elle connue de votre banque? Ça, c'est la première question. En effet, maintenant, tous les réseaux bancaires prennent le temps ou ont des cellules spécialisées pour connaître la vitalité, le fonctionnement, le business model régulier des franchises. Et donc, votre enseigne peut être connue de votre banque et il peut y avoir déjà des partenariats qui ont été faits entre, alors là, je parle effectivement plutôt des grandes enseignes nationales, entre la grande enseigne nationale que vous rejoignez et tel réseau bancaire. De toute façon, aujourd'hui, tous les banquiers, toutes les banques ont en règle générale une offre spécifique qui est adaptée à la franchise. Alors, c'est vrai que dans notre groupe Banque Populaire, on a l'ancienneté puisque ça fait depuis l'origine de la Fédération française de la franchise que nous suivons les réseaux de franchise. Et c'est vrai qu'on essaye de toujours garder un temps d'avance sur les besoins qui nous sont remontés par les grands réseaux. Nous avons lancé au mois de septembre justement le pré-création franchise ou reprise
à taux zéro qui est là pour couvrir en fait essentiellement l'immatériel et en particulier le droit d'entrée qui est d'un maximum de 25 000 euros. Voilà, et qui permet de couvrir donc tout ce qui est le financement du droit d'entrée et de la formation, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Ce qui est important, c'est de bien être en vigilance quand vous constituez votre rapport sur voilà, son origine et ses sources. Donc, il va y avoir dans cet apport personnel plusieurs solutions, bien sûr. On va aller regarder le compte courant, vous allez sortir vos livrets, vos placements financiers. Mais n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont ici d'anciens salariés, si vous avez la chance d'avoir de l'épargne salariale, c'est quelque chose qui peut être débloqué au moment de la création de votre activité, même lorsqu'elle est en franchise. Donc, l'épargne salariale peut être un fonds intéressant pour constituer votre apport. Ce que l'on voit aussi d'une manière régulière parmi nos prospects et clients en franchise, c'est de l'apport provenant d'un associé. Il n'est pas rare que ce soit quelqu'un de la famille ou un ami, ou on a souvent maintenant des binômes dans les porteurs de projets. Autre apport important, la Love Money, c'est la famille, les amis qui, par exemple, au travers d'une plateforme de crowdfunding, vont apporter une partie des sommes qui seront nécessaires au démarrage. Et également tout ce qui est les apports provenant d'une donation ou d'un héritage. Il y a un point intéressant qui a été mis dans la loi de finances de cette année, la donation parents et grands-parents que les parents et grands-parents peuvent accorder à leurs enfants ou petits-enfants. Il y a une donation exceptionnelle défiscalisée qui peut aller jusqu'à 100 000 euros et qui doit être demandée avant le 30 juin 2021. Et alors, bien sûr, cette somme de 100 000 euros est à partager entre les bénéficiaires et elle peut être utilisée pour de la création d'entreprise. Donc là encore, dans le cadre d'une création ou d'une reprise de franchise. Comme je vous le disais, certains réseaux vont exiger pour pouvoir postuler un niveau d'apport minimum et il faut s'attendre à ce que le responsable du développement du réseau vous demande un peu vos sources de financement. Plus on est sur un risque d'activité élevé et plus l'apport qui peut être exigé de la part de votre banque peut augmenter. Alors, comment la banque analyse le risque de l'activité? Eh bien, c'est toujours le même point. Est-ce que le concept et la rentabilité de l'activité a été vérifié sur beaucoup de points de vente? Et il n'est pas rare maintenant qu'en tant que banquier, et dans le contexte là c'est encore plus certain, on vous demande peut-être des chiffres venant d'un franchisé déjà installé. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça permet de donner souvent un plus en termes de visibilité et de sécurité sur l'analyse que fera le banquier. Ce qui est important, c'est que l'apport ne fait pas tout. Et c'est vrai que ce soit le banquier comme le franchiseur, une attention particulière sera apportée au profil du candidat. Quelle est son histoire? Quel est le projet? Comment il le vit? Comment il le porte? Et ça, c'est un point aussi important de voir si on a en face de nous quelqu'un qui porte le projet tout seul, ou est-ce qu'il est aussi accompagné dans son rendez-vous chez le banquier par le responsable du développement du réseau ou par d'autres apporteurs. Il n'est pas rare aussi en ce moment que de plus en plus que de grands réseaux nationaux passent par des apporteurs courtiers en financement pour faciliter l'aide de leurs franchisés à la recherche de financement auprès des banques. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Alors, j'ai quelques questions, Catherine. La première concerne le cas de Rose-Hélène qui a déjà une entreprise en cours de création à l'heure actuelle
Et elle se pose la question si cette première entreprise connaît des difficultés, que se passe-t-il si je veux passer en franchise dans quelques années? Est-ce qu'il y a un délai de stabilisation financière? Alors oui, c'est clair que, stabilisation financière, oui, un banquier va regarder, les banquiers vont regarder effectivement si l'expérience de création d'entreprise a été stable et elle a été rentable. Et est-ce que la preuve quelque part de la compétence en termes de chef d'entreprise est plutôt probante ou pas? C'est oui, c'est d'évidence quoi on va privilégier des personnes qui vont être privilégiés les profils de personnes qui en structure indépendante ont aussi pu tirer leur épingle du jeu. Encore que là encore, si vous êtes avec des bonnes relations et vous avez joué la transparence avec votre banquier de famille, l'accompagnement pourra se faire. C'est plus si vous changez complètement de banque avec des banquiers qui ne vous connaissent pas du tout, où là, ils iront creuser sur les expériences d'indépendantes passées. D'accord. La question de Julien, est-ce que ça apporte une plus-value de solliciter un avocat pour négocier son contrat de franchise et combien ça coûte? Alors, je dirais que oui, c'est à mieux de bien s'entourer. Là, je ne connais pas le détail des honoraires d'avocat. Je suis désolée, c'est vraiment tellement lié à l'expérience. Je dirais que là encore, vous avez des avocats qui sont répertoriés ou qui sont vraiment des experts de la franchise. On trouve leur nom dans les experts de la Fédération française de la franchise. Le conseil peut être de 500 € à beaucoup plus. Ça dépend si on rejoint une enseigne qui elle-même a un contrat qui a été fait avec des grands cabinets spécialisés dans le monde de la franchise ou pas. Vous voyez, si on est vraiment sur une enseigne très très débutante qui monte un peu son contrat avec son expert comptable. Ce qui est important, c'est que c'est plus pour vous en termes de conseils, de savoir bien s'entourer au démarrage pour poser les bonnes questions à la négociation. Et franchement, il est important que ce soit vous qui négociez. Oui, pour le franchiseur, ça voudra. Ceux que je connais, ils aiment bien être. Comment dirais-je? C'est comme un mariage Oui. Un mariage, hein, franchiseur franchisé. On se choisit, donc c'est de personne à personne que l'on va négocier. D'accord. On a bien noté que l'humain est important dans cette relation-là. Oui. Une autre question de Julien, la pandémie a-t-elle eu des effets de réduction des financements sur les franchises? Là, Julien, je suis obligée de faire des réponses et j'aime pas ça que c'est pas des réponses génériques. Ça dépend des secteurs d'activité. La pandémie dans le monde de la franchise a eu le même effet que dans le commerce en règle générale. Il y a des secteurs qui ont continué leur croissance avec brio et donc qui, ont maintenu leurs droits d'entrée, voire même les ont augmentés, ont augmenté leur plateforme de services sur tout ce qui est la décoration, l'ameublement, les jardineries, tout ce qui est le service à la personne a continué à se développer, tout ce qui est restauration rapide a continué à se développer. Donc là, on a plutôt vu des enseignes qui, à minima, ont maintenu le coût d'entrée, voire même, ont réfléchi à leur modèle et ont ajouté davantage, par exemple, de services autour de l'Internet et des réseaux sociaux. Donc, elles sont plus chères. À l'inverse, certaines sont en train de vivre des changements de génération parmi leurs franchisés et facilitent la reprise en choisissant des personnes et en les aidant à trouver leur financement.
D'ailleurs, je vous propose d'aller à la slide d'après parce que vous allez voir que dans le cadre du plan de relance, les aides qui existaient déjà ont été largement abondées. Catherine, j'ai une dernière question. Anton qui demande quid du BFR, comment peut-on le financer, sachant que les banques sont généralement réticentes sur ce point? Et oui, oui, le besoin de fonds de roulement, c'est là-dessus où au maximum, votre apport va servir à le financer. Et c'est pour ça que si vous êtes, parce que ça c'est un profil que l'on voit régulièrement, hein, des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément exactement tout le niveau d'apport qui serait nécessaire pour un démarrage en grande sérénité. Eh bien, d'une part, il y a des franchiseurs qui le prennent en compte dans le cadre de la négociation, quand vraiment il y a le choix d'homme à homme qui fonctionne bien. Et puis, et c'est le point sur lequel je viens tout de suite après, il y a des aides aux créateurs, hein, puisque on a, et en particulier sur notre région, des sources de financement qui vont pouvoir venir compléter votre apport personnel. Il y a certains modules qui ont été faits par d'autres CCI ou d'autres organismes où justement on voit en ligne comment faire quand on a peu d'apport ou peu de garanties. Là, je vous ai résumé sur cette slide un certain nombre d'aides qui sont activables ou demandables aussi bien pour le financement que pour la garantie. Et 2 franchisés sur 5 ont réalisé des démarches pour obtenir cette aide financière auprès d'un organisme public. Et plus de la moitié d'entre eux obtiennent ces aides financières ou à minima des conseils pour représenter ultérieurement leur projet avec un montage financier optimisé. Vous avez un remarquable site qui a été fait par les chambres de commerce, toutes ensemble, sur lequel, en fonction de votre région, votre département, l'activité que vous recherchez, homme ou femme, si l'âge, vous avez ce site lesaides.fr qui vous permet de retrouver toutes les aides diverses et variées qui vont servir avec votre expert comptable à faire le montage de l'apport. Et les plus classiques que l'on retrouve dans ces montages, c'est quoi? C'est des prêts d'honneur qui auront été demandés auprès de BPI, les plateformes d'initiative dans chaque département de la région PACA, qui là aussi vont faire des prêts d'honneur à taux zéro, qui vont être octroyés sans garantie, sans caution personnelle, où il faudra pitcher devant un jury pour que votre projet soit sélectionné. Donc, le montant va être variable là aussi en fonction du projet et des besoins de support. Vous avez le réseau Entreprendre aussi, qui est présent sur toute notre région. Lorsqu'on est sur des activités plutôt à vocation économique et sociale, il y a des organismes du type de France Active qui aident. Pour la micro-franchise, on va avoir Adi, Créasol. Vous avez un certain nombre de grandes enseignes, enfin, pas d'ailleurs forcément de niveau national, hein, qui ont passé des accords avec Impact Partenaire, qui est un organisme qui est spécialisé, un fonds qui est spécialisé sur la franchise dans les quartiers prioritaires de ville. Quartier prioritaire de ville, ça veut dire que c'est là où la politique de la ville essaye de dynamiser l'économie. Et par exemple, sur la région marseillaise, on va trouver toute la zone autour du port, qui est dans les quartiers prioritaires de ville. Donc là encore, l'enseigne peut avoir un partenariat avec ce type d'organisme. Et puis, je dirais que si vous êtes en reconversion professionnelle, vous allez avoir effectivement tout simplement Pôle emploi qui va effectivement pouvoir vous aider. Et là aussi, ce sera le fait que vous n'ayez pas de salaire à vous verser sur la première année ou la deuxième année sera pris en compte dans le business plan à présenter auprès du banquier. Je reviens quelques instants. Vous avez aussi un certain nombre d'organismes qui font les cautions et qui donc prennent les garanties bancaires. Là encore, c'est avec votre franchiseur
que vous verrez s'il y a eu des accords qui ont été établis entre son enseigne ou pas, que ce soit auprès de la CAJ ou d'autres organismes comme la SACEF ou typiquement du réseau des banques populaires, des organismes comme la SOCAMA. Donc, c'est vraiment avec votre expert comptable que vous allez construire tout ce qui va venir intégrer le niveau d'apport que vous pouvez mettre pour démarrer votre activité. Voilà, j'avais fait un récapitulatif là des différents sites sur lesquels on peut obtenir de l'aide quand on se pose des questions comme celles que vous posez. Et dans chacun, vous trouvez effectivement les réponses précises sur le type de montage et comment présenter vos dossiers pour des demandes de prêt ou des demandes de garantie. Un point sur l'ordre des experts comptables. Certains experts comptables sont dans le réseau Business Story et lorsqu'on est vraiment au tout début de sa réflexion, on peut auprès des experts comptables qui sont dans cette logique Business Story obtenir 2 à 3 rendez-vous faits à titre gracieux pour de l'accompagnement. Est-ce que vous auriez des questions ou est-ce que je peux passer sur comment bien préparer son rendez-vous avec son banquier? Pas de questions, Catherine, sur cette partie. Alors, donc là, je reviens hein, et je conclue là-dessus. C'est vraiment avec l'expert comptable que vous allez bâtir tout votre prévisionnel sur les trois premières années. Ça va faire partie de la façon de bien préparer son rendez-vous avec la banque. De préférence et prioritairement, et je dis avec vraiment beaucoup de transparence, le premier banquier à aller consulter, c'est le banquier de famille, qui vous connaît, qui connaît votre environnement, qui connaît peut-être aussi l'environnement familial, et donc qui a déjà un certain nombre d'informations et une qualité de relation avec vous. Et donc, il y aura moins de temps de la découverte que ce que pourrait faire un banquier en pure prospection. Ce qui est important, c'est de voir avec votre franchiseur en amont, voilà, si il peut vous aider, bien sûr, sur l'élaboration du business plan, sur l'emplacement, sur l'étude de marché générale et l'étude de marché locale. Comme je vous disais aussi, les experts comptables, les juristes, les avocats spécialisés, ça, c'est des informations qui pourraient être mises dans le document pour le banquier. Le conseil en or, c'est de prendre le temps de prendre contact avec des franchisés déjà installés pour bien mesurer ce qui leur a été facilité ou ce qui a été difficile lors de l'ouverture, quels ont été les bons relais, auprès de qui aussi ils ont pu solliciter des aides. Et lorsque vous rencontrez le conseiller bancaire et que vous lui présentez le projet, le conseil que je peux vous donner en ces temps où toutes les banques sont très mobilisées sur le soutien aux entreprises, c'est d'avoir un dossier déjà mature, hein, de façon à ce que le plus rapidement possible, le banquier puisse vous dire si en l'état du projet, il ira sur un financement ou pas. Le dossier mature pour le monde des banques, c'est le dossier qui est complet. Donc, quelles informations et quels renseignements indiquer? Bien sûr, l'enseigne que vous rejoignez, surtout si elle n'est pas référencée ou connue du réseau bancaire, ou si c'est juste si c'est une enseigne qui est de petite taille, surtout transmettez tout de suite le contrat de franchise signé avec le document d'information précontractuelle. Est-ce qu'on est dans une création? Est-ce qu'on est dans une reprise? Lorsqu'on reprend un point de vente, il est important de préciser pourquoi le cédant est en train de vendre. Il faudra remettre aussi également, et c'est important, l'étude de marché et de concurrence de proximité, puis tout ce qui concerne le juridique, c'est-à-dire la société que vous êtes en train de créer, les statuts ou projets de statut, l'extrait de cabis si la société a déjà été créée, et si on est dans le cas d'une reprise d'une entreprise déjà existante, hein, dans le cadre d'un réseau qui fait une reprise en rachat de parts, par exemple,
les 2 derniers bilans de l'entreprise que l'on reprend. La promesse de vente du fonds de commerce ou le droit au bail. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, on voit des fois des dossiers arriver avec des personnes qui n'ont pas encore complètement leur emplacement. Bon, voilà. Mais c'est plus rapide lorsque tout est complet. Le bail ou le projet de bail avec les plans et les photos. Et puis, le classique, j'allais dire, des éléments financiers. Le prévisionnel sur 3 ans, réalisé par un expert comptable, c'est toujours un plus. Le plan de trésorerie, les plans de financement, et si vous les avez déjà, les devis estimatifs des investissements et travaux d'aménagement, parce qu'il faudra prouver effectivement tout ce qui est demandé, et les justificatifs des apports personnels. Ensuite, bien vous présenter en tant que porteur de projet, votre CV, votre parcours professionnel, surtout effectivement lorsque vous avez été, comme certains, déjà indépendant, donc il faudra venir avec les derniers bilans, la situation familiale et en particulier le régime matrimonial, la situation patrimoniale de la famille avec l'avis d'imposition, les informations sur le niveau d'endettement, les prêts en cours et les relevés de compte personnels sur les 3 derniers mois. Alors tout ça, c'est enregistré, hein, donc ça restera en ligne pour vous. Voilà, ça c'est le seul conseil que je puisse vous donner en ces temps où, voilà, comme je vous le disais, les banques sont très très mobilisées avec les PGE, sont très mobilisées sur le soutien aux entreprises existantes également. C'est plus le dossier est complet et mature, plus rapide sera et la décision et le conseil du banquier qui peut tout à fait vous dire dans un premier temps non, il faut reconstruire, et il n'est pas rare maintenant de voir des projets représentés quelques semaines ou quelques mois plus tard. J'en ai fini sur le dossier. Il y a un point sur lequel, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais juste mettre un zoom. C'est la digitalisation de la relation client auquel en ce moment on assiste d'une manière accélérée avec l'effet de la pandémie. Est-ce qu'il y avait des questions, Colette? Non, pas de questions là-dessus. Ah si, une qui arrive, Anton. L'étude de marché à soumettre au banquier peut-elle être réalisée par nos propres soins? Oui, elle peut être réalisée. L'étude de proximité, parce que de toute façon, le franchiseur a l'obligation de vous faire une étude de marché générale et globale. Et dans beaucoup de réseaux, de toute façon, ils font pour vous et avec vous l'étude d'implantation. Maintenant, lorsqu'on est sur des enseignes qui sont plus juniors, la recommandation, et franchement, Colette pourra vous en parler, les chambres de commerce font des études d'implantation à des tarifs tout à fait compétitifs, surtout en ce moment. C'est exact. Donc, hein, je pense que voilà, il y a eu sur la région sud, il y a eu énormément d'aides de la région sud qui financent entre autres un certain nombre de services faits par les CCI, donc qui permet d'avoir en ce moment des tarifs tout à fait intéressants sur les études d'implantation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Chérif qui demande si la reprise d'entreprise dans la franchise est plus facile à financer. Alors, oui, quelque part, puisque quand on est sur une reprise, on va pouvoir regarder les résultats des années précédentes et comment s'est comportée effectivement l'activité pendant cette année assez incroyable de 2020. Et donc, oui, en règle générale, le niveau d'apport demandé va être inférieur sur une reprise par rapport à une pure création d'un point de vente. Pas d'autres questions, Catherine. Donc, on voit le banquier effectivement pour la partie prêt bancaire. En fait, aujourd'hui, vous allez pouvoir optimiser aussi avec votre banquier d'autres aspects très importants de votre activité d'indépendant et qui sont liés au fait que nous avons une relation
de chef d'entreprise à clientèle de plus en plus digitalisée. Le point sur lequel il est important d'avoir en tête, c'est que les franchiseurs, à 97%, ont déjà des solutions de e-commerce, à 45% des solutions de commerce via des applis. Ça, c'est un point que l'on a constaté sur notre enquête nationale de la franchise déjà sur 2018 et qui s'est renforcée sur 2019. Et on voit que les franchisés, en règle générale, avaient déjà des dispositifs de paiement sans contact qui ont été immédiatement activables et renforçables lorsque, dès le début de la pandémie, les seuils de paiement sans contact ont été montés. 32% ont des solutions de paiement via le téléphone portable. On est sur des environnements dans les mondes de la franchise où effectivement toute la relation à distance avec le client est facilitée. Et le premier des points que vous aurez à regarder aussi avec votre banquier, ça va être tout l'encaissement à proximité et la gestion en fait d'une manière générale, la gestion des flux. Regardez bien et négociez bien vos TPE, ceux qui sont des appareils extrêmement importants dans les choix que vous allez faire. Vous allez pouvoir optimiser par ce biais votre trésorerie et faciliter aussi la fidélisation des clients. D'une part, par exemple, en étant sur des systèmes, en regardant si les systèmes accueillent en monnaie étrangère, en devises étrangères, les cartes bancaires étrangères. Dans notre région sud et provençale, c'est un point très très important à regarder. Vous pourrez voir avec votre banquier pour que soient mis à disposition les possibilités d'encaisser en 3 ou 4 fois. Ça, c'est dans les services bancaires quelque chose qui devient de plus en plus classique. Et vous regardez aussi si vous pouvez bénéficier dans le prix mensuel de location des TPE, tout ce qui est l'assistance et la maintenance incluse. Ce sont des petits détails, mais qui sont extrêmement importants. Il n'y a rien de pire que de tomber en rade d'un TPE en pleine période de solde ou en pleine période d'activité intense l'été ou à la période de Noël. Le premier point, donc, tout ce qui est les relations au travers des TPE. D'autant plus que de plus en plus de banques ont associé au système de TPE des systèmes d'enrôlement de l'information, des informations portées sur la carte bancaire, appariées avec le numéro de téléphone du client. Ça, c'est quelque chose qu'on lui demande à l'entrée en relation et ça permet de transformer votre carte bancaire en carte de fidélité. La data de votre point de vente devient quelque chose d'extrêmement important pour la valorisation de votre fonds de commerce. La pandémie et l'obligation d'avoir une relation à distance dans le commerce, c'est vraiment une leçon que l'on tire de cette année 2020. Il y a les commerçants et les indépendants qui étaient déjà équipés d'une base de données fiabilisée avec les numéros de portable, les adresses email de leurs clients et ceux qui n'étaient pas équipés. Le point important lorsqu'on rejoint un réseau de franchise, c'est que souvent, le système d'encaissement permet effectivement aussi les programmes de fidélisation avec l'enrôlement des cartes. Il y a simplement une évolution qui est en cours. Là, moi, j'ai vu plusieurs contrats un peu nouveaux là sur le dernier trimestre. C'est des questions que l'on se pose d'ailleurs entre spécialistes où il y a des clauses sur la propriété de ces datas. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir ces clauses avec un avocat. Qui est propriétaire de la data récoltée? Est-ce que c'est l'indépendant avec son point de vente et tout son effort commercial de proximité? Est-ce que c'est la marque et la notoriété de l'enseigne? Ce point-là est important. Donc, vous avez la possibilité d'avoir votre propre système de fidélisation quelque part en récoltant les données avec des systèmes comme FitPro sur le groupe BPCE qui va vous permettre aussi de faire des animations commerciales
d'une manière indépendante. Là encore, dans votre contrat de franchise, votre latitude pour du marketing de proximité ou de l'animation commerciale de proximité sera très clairement indiquée dans les clauses. Donc ça, c'est un service qu'un certain nombre de banques maintenant proposent, et c'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer. Il y a aussi eu un déploiement dans toutes les banques. Bon, je mets ici le nôtre à titre d'exemple sur l'aide pour le click and collect. Donc là, effectivement, avec des services bancaires qui permettent de faciliter la création de sites internet avec la brique de paiement à distance. Tout ce qui permet de mettre la vente en ligne. Donc, dans notre groupe, c'est les sites directs et proches qui permettent de mettre un certain nombre de références. Mais il y a des solutions plus légères aussi lorsqu'on est indépendant. Vous avez tout ce qui est référencement sur Google Ads où, là encore, vous pouvez avoir des briques de paiement qui sont appariées à votre référencement sur Google. Même chose sur Facebook, où là encore, vous pouvez mettre vos photos, mettre les derniers événements ou inviter vos clients. Là, c'est vraiment, je vois certains réseaux qui animent vraiment une communauté sur Instagram ou sur Facebook et permettent maintenant, via ce support, de faire du paiement à distance et de la précommande pré-réglée avant de venir chercher les produits et les services. Donc là encore, votre banque, enfin vos banquiers en règle générale, ont ce type de service pour votre disposition. Donc au-delà simplement du prêt bancaire. Vous avez aussi des systèmes comme Paiement Express. Ce sont des systèmes où vous envoyez, là, et ça marche beaucoup dans le B2B, vous envoyez un lien à la personne qui, en même temps que le devis, ou une fois que le devis a été accepté, et vous avez le paiement en ligne via un lien dans le cœur de l'email qui permet de pré-encaisser ou d'avoir tous les avoirs en amont. C'est pareil, par exemple, pour des enseignes où on va commander des chocolats, commander des fleurs, etc., où le prépaiement peut être fait en amont, donc via un lien email. Toutes ces nouveautés en termes de maîtrise des flux qui ont un impact majeur sur votre trésorerie sont à aborder aussi dans les sujets que vous évoquerez avec votre banquier au-delà du simple financement et de la demande de prêt. Parce que c'est là-dessus que se jouera d'une manière très rapide l'efficacité de votre modèle de rentabilité. Donc, je voulais attirer votre attention sur ces nouveautés parce que c'est vrai que quand on est salarié et qu'on rentre dans le monde des indépendants, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense immédiatement. Or, aujourd'hui, et je vous dis vraiment cette année 2020 l'a renforcé, c'est un point clé dans les négociations des contrats entre franchiseurs et franchisés. Si vous vous posez des questions sur effectivement tout ce qui est l'Internet, comment on fidélise ses clients, comment j'encaisse en ligne, etc., etc., il y a des modules d'initiation qui ont été mis en place par le réseau des banques populaires, des petites vidéos d'auto-formation. Vous en trouvez également sur la plateforme de la Chambre de commerce. Est-ce que vous avez quelques questions, là encore, sur ce point, sur ce Zoom particulier? Colette? Pas de questions à ce stade, Catherine. Bon, écoutez, je reste moi à votre disposition. Vous avez mon adresse email qui s'affiche là. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions ou si vous êtes en train de réfléchir à vos projets. Je vous donne rendez-vous aussi au Business Franchise Méditerranée au mois de novembre, parce que nous y serons présents. Pour ceux qui sont aussi en réflexion sur des choix de franchise, vous pourrez rencontrer des franchiseurs en grand nombre si vous allez jusqu'à Paris
au Salon de la franchise qui aura lieu au mois de septembre, porte de Versailles, où là, vous avez le grand événement national où toutes les franchises qui sont en recherche de déploiement sont présentes, mais également tous les organismes qui accompagnent la création et la reprise en franchise. Alors, Catherine, avant de partir, Hugo a une question à poser. Quel est en moyenne le délai d'obtention de l'accord par la banque? Plus le dossier est mature, plus l'enseigne est connue, enfin plus le dossier est renseigné et plus la décision va être facile et rapide à prendre. Plus vous êtes connu de la banque et plus la décision est rapide à prendre. Je dirais qu'en règle générale, il faut 15 jours, grand maximum, voire même moins. Moi, on a mis en place dans notre banque un système de décision rapide qui fait que le non peut arriver très vite, le oui, sous condition souvent de vérification des documents, peut arriver sous 3-4 jours. Sur les enseignes, surtout sur les enseignes connues, maîtrisées, voilà, et sur des documentations bien préparées. Parfait. Eh bien, écoutez, on a dépassé un petit peu l'horaire qui était prévu. Je vous invite chacun et chacune à recontacter Catherine Gaulier si vous avez des questions, des précisions à demander. Pour ce qui nous concerne, notre prochain rendez-vous digital se déroulera le 11 mars. Et en attendant de pouvoir se rencontrer physiquement, nous sommes partenaires des rencontres digitales de la franchise, qui est un événement numérique qui se déroulera le 11 mars. Nous vous enverrons à tous une invitation pour y participer si vous le souhaitez. Voilà. De la même manière, n'hésitez pas à nous recontacter et sachez que à la fois votre banque et votre chambre de commerce sont à votre disposition pour vous aider dans votre projet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et un bon appétit. Et un bon appétit. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir. Bon projet. Au revoir.